24 février 2022, 8 ans après le coup d'État de Maïdan, et après avoir longuement insisté pendant 6 ans sur l'application des accords de Minsk, le président Vladimir Poutine a lancé les troupes russes à l'assaut du régime de Kiev, dans une opération qu'il a aussitôt baptisée Opération militaire spéciale. Rappelez-vous. Les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifié par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. Et à cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le bilan de cette opération pour la Russie n'est pas bon. 4 ans après le début de cette opération spéciale, le bilan pour Vladimir Poutine, c'est un échec cuisant et un échec humiliant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine contrôle la moitié des territoires qu'il occupait illégalement au printemps d'il y a 4 ans. Et que sa progression sur le front est millimétrique et se fait au prix de pertes humaines considérables. Mais il avance, dites-vous, il possède quasiment non, 20% du territoire. Il n'a pas avancé depuis le début de l'année puisque les Ukrainiens ont repris du terrain. Sa progression est absolument millimétrique et regardez les pertes humaines. Ah justement, c'est plus d'1 million de pertes humaines depuis 4 ans, c'est-à-dire plus que toutes les pertes russes et soviétiques depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est 1000 soldats russes qui meurent sur le front pour aucune progression territoriale. Et puis on peut parler ensuite de l'échec économique, puisque chaque jour qui passe, le fantasme colonial de Vladimir Poutine ruine et épuise le peuple russe, discrédite la Russie au risque de la faire sortir de l'histoire. Les Occidentaux répètent à l'envi que l'armée russe a très peu progressé. Je voudrais donc vous proposer de regarder cette carte très simple. En bleu, la ligne de front à la date du 24 février 2022 et en rouge, la ligne de front actuelle. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, la Russie aurait donc conquis quelques 120 000 km², dont 65 000 km² en 4 ans. Je vais me tourner pour commencer vers Antoine, parce qu'Antoine, vous étiez, et il se trouve par hasard, c'était votre job, mais vous étiez dans le Donbass quand a commencé l'opération militaire spéciale. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé à ce moment-là ? Alors c'est vrai que la direction de la chaîne a décidé de m'y envoyer. Rappelez-vous, c'était juste après cette conférence de presse quand Emmanuel Macron est venu au Kremlin rencontrer Vladimir Poutine. Et quand on a vu que c'était l'impasse, la direction m'a alors demandé « Antoine, va à Donetsk parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose là-bas ». Et en effet, pendant les 2-3 semaines que j'ai vécues avant le 24 février dans le Donbass, j'ai pu assister, témoigner de l'escalade militaire. Les bombardements du côté ukrainien vers Donetsk, vers la région de Donetsk, s'intensifiaient. Et puis il y a eu plusieurs événements dans ces dernières semaines. Christelle, qui était sur place, pourrait en témoigner tout aussi bien que moi, avec la reconnaissance de ces régions qui a été enregistrée par les autorités russes. Il y a eu la mobilisation des hommes de ces provinces, de ces oblasts, de ces républiques populaires à l'époque de Donetsk et de Lugansk, jusqu'à cette matinée du 24 février qu'on a commencé avec ce discours de Vladimir Poutine, rappelez-vous, qui était très tôt, même dans la nuit. Je me souviens, je me tourne vers vous, Christelle. Je me souviens que nous échangions autour du 15 février 2022. Vous me disiez que ça bombardait comme jamais, que les Ukrainiens allaient commencer quelque chose. Vraisemblablement, c'était une opération de nettoyage ethnique, la fameuse solution croate. Moi, je ne vous croyais pas, je ne pensais pas que Kiev serait assez fou pour faire ça. Et c'est vous qui aviez raison. Comment vous avez vécu cette phase extrêmement intense entre la mi-février et puis tout d'un coup le déclenchement de l'opération militaire spéciale ?
C'était très difficile, les bombardements ont vraiment augmenté brutalement, à telle enseigne d'ailleurs qu'au bout de 2 jours, les autorités locales, tant en République populaire de Donetsk qu'à Lugansk, ont décrété l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées. Je me souviens encore que les bombardements étaient tellement violents que un certain nombre de mes lecteurs m'ont même dit mais Christelle, évacue parce que ça va vraiment devenir trop dangereux, ne reste pas là. Et je leur ai dit non, déjà j'ai mon travail, je suis reporter de guerre, c'est mon travail de rester sur place et de documenter ce qui se passe. Et puis je leur ai dit en plus maintenant voilà c'est ma terre, c'est chez moi, il est hors de question que je parte où que ce soit et donc je suis restée. Mais c'est vrai que jusqu'au matin, très très tôt au matin du 24, on savait pas trop vers où vers quoi on allait se diriger exactement, vers quel scénario. La reconnaissance des républiques, je pensais quand même que ça allait un petit peu calmer l'Ukraine, pas du tout. Et donc, on a vu l'escalade se poursuivre et on s'est dit, ok, donc on va se retrouver tout seul face à l'armée ukrainienne. On savait qu'on avait beaucoup moins d'hommes, malgré la mobilisation générale. Et donc, c'était quand même un gros facteur de stress. Et puis, le 24, très tôt le matin, en fait, des collègues m'ont appelé, m'ont dit, Christelle, regarde ta télé. Le président est en train de parler. Il est en train d'annoncer que la Russie vient à notre secours. Et donc j'allume le téléphone et je regarde en ligne et je vois donc le discours de Vladimir Poutine et je me dis ouf, ça y est, la Russie vient à la rescousse, la cavalerie arrive, on va pas faire face à tout ça tout seul, parce que c'était quand même c'était ma grosse angoisse, c'était que les deux républiques se retrouvent vraiment toutes seules pour faire face aux centaines de milliers de soldats ukrainiens qui avaient été amassés sur la ligne de front depuis déjà plusieurs mois. On avait annoncé depuis plusieurs mois que quelque chose se tramait. Les lecteurs peuvent se replonger dans les articles d'archives, c'est facile à retrouver. Sylvain Ferreira, vous êtes, j'ose le dire, le meilleur observateur de la question militaire sur le conflit ukrainien depuis le début. Il y a une espèce de jeu sur le fait que les Russes n'avancent pas, qu'ils sont épuisés, qu'il y a 1000 morts, je ne sais pas, par mois, par jour, ça varie. Quel regard vous jetez, quel bilan vous faites finalement 4 ans après ? Le bilan de ce côté-ci de l'Europe, il est absolument catastrophique, puisqu'on est dans un aveuglement qui s'approfondit, qui dure, qui s'éternise, puisqu'il est difficile de le supporter tous les jours quand on habite en France notamment, parce que personne n'a voulu comprendre ce qui s'est passé autour du 24 février 2022. Je rappelle que parmi les signes avant-coureurs de l'offensive ukrainienne, il n'y avait pas que les régions dites séparatistes qui étaient concernées, puisqu'on a relevé assez rapidement, début avril 2022, le fait que les Ukrainiens avaient ouvert leur réseau de champs de mines dans la région donc de Kherson pour se préparer à attaquer simultanément la Crimée. On l'oublie trop souvent. Et puis les Russes, une fois qu'ils n'ont pas pu obtenir par la négociation d'Istanbul ce qu'ils devaient obtenir, ce que les Ukrainiens avaient fini par concéder autour du 7-8 mars 2022, ils ont été obligés de réadapter complètement leur opération, de retrouver d'autres types de moyens, une autre stratégie. Ils ont appliqué à la lettre les recommandations du père de l'art opératif qui est Alexandre Svietchine, le grand stratège russo-soviétique dont on célèbre les 100 ans de ses travaux par la traduction enfin en français de son ouvrage majeur Stratégie, qui disait qu'à partir du moment où on avait un blocage dans les opérations de manœuvre, il fallait passer à une phase d'attrition, donc qui n'a plus rien à voir avec la conquête de territoire, mais qui a pour but de détruire l'armée adverse. Et c'est ce que fait l'armée russe de manière méthodique depuis, on va dire, à peu près le mois de septembre-octobre 2022. C'est le général Sourovikine qui a insufflé cette bascule stratégique dans laquelle on s'est trouvé jusqu'au mois d'août l'année dernière. Et puis, depuis le mois d'août l'année dernière, les Russes ont fait quelque chose que seuls les maîtres des échecs comprennent. Et d'ailleurs, l'ancien président Medvedev l'avait souligné, c'est ce Zvuksvang qui a permis d'attirer
les Ukrainiens dans un piège que je qualifie presque de mortel au nord de Pokrovsk-Mirnograd, près de Dobropilia, et de dégarnir ainsi quasiment tout le reste du front, ce qui a permis aux Russes de conquérir encore du terrain, mais surtout d'infliger des pertes supplémentaires à l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, il y a des estimations sur des sites d'information comme War Tears qui nous disent que l'armée ukrainienne est à peu près 800 000 morts, 800 000 morts, pas 800 000 pertes, alors que l'armée russe serait autour de 240 000 morts. Donc voilà où nous en sommes, loin des délires des Jean-Noël Barrot, etc., qu'on vient d'entendre encore nous raconter une autre histoire alternative. Alors l'opération militaire spéciale a bouleversé la vie des habitants du Donbass, de ceux qui avaient conquis leur liberté en 2014 et en 2015, mais aussi de ceux qui ont rejoint la Fédération de Russie à partir de 2022. Le premier jalon annonçait l'opération a été posé le 21 janvier 2022 par la reconnaissance des républiques populaires du Donbass. Signature de documents sur la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Le président russe a signé les décrets sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk et sur la reconnaissance de la République populaire de Lugansk. Vladimir Poutine et le dirigeant de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchilin, ont également signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk. Le président russe et le dirigeant de la République populaire de Lugansk, Leonid Pasechnik, ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Lugansk. Après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ainsi que Joe Biden ont saboté le projet de paix entre la Russie et l'Ukraine, la Russie a intégré non seulement les républiques du Donbass, mais aussi les régions de Kherson et Zaporozhye. Après la tenue de référendum, Vladimir Poutine a annoncé la décision devant les chambres législatives russes réunies en congrès. Vous savez que des référendums ont eu lieu dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, dans les régions de Zaporozhye et de Kherson. Les résultats ont été divulgués, ils sont connus. Les gens ont fait leur choix, un choix clair. Aujourd'hui, nous signons des traités d'adhésion à la Russie de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk, de la région de Zaporozhye et de la région de Kherson. Je suis convaincu que le Conseil de la Fédération de Russie soutiendra les lois constitutionnelles relatives à l'adhésion et à la constitution en Russie de 4 nouvelles régions, de 4 nouvelles entités de la Fédération de Russie, car c'est la volonté de millions de personnes. C'est certainement leur droit inaliénable qui est énoncé dans le premier article de la Charte des Nations Unies, qui stipule clairement le principe de l'égalité et de l'autodétermination des peuples. Arnaud Develay, vous étiez observateur de ce référendum. Vous étiez dans quelle région ? Kherson. Kherson. Comment a été accueilli le référendum ? Quel était le comportement de la population ? Est-ce que le référendum était, je dirais, légitime selon vous ? Si on prend en compte les événements, les 8 ans qui ont précédé l'opération militaire spéciale, tout ce qui a pu être mis en avant pour essayer de trouver une solution par le haut, avec résolution 2202, les 14 points, dont les 3 points principaux du mémorandum de Minsk, on s'aperçoit qu'il n'y avait jamais en fait de partenaire sérieux en face. Et que c'était juste une question de temps. On l'a vu après avec les admissions de Merkel, Hollande et Poroshenko sur le fait que en fait, tout ça n'était qu'un théâtre d'ombre visant à renforcer les forces armées ukrainiennes. Et lorsque le moment, leur hache s'apprêtait à intervenir, la Russie n'avait pas d'autre choix que de prévenir un génocide, d'où la référence faite à l'article 51, paragraphe 7. Et partant de là, en toile de fond, l'autodétermination, puisque... Mais il y a une chose, c'est les habitants du Donbass, mais Kherson, c'était peut-être pas forcément prévu. Non, mais on peut penser qu'avec toute la population russophone qui vivait dans ces régions, tôt ou tard, ça allait devenir un problème. Le référendum a été bien accueilli, là, de ce que vous en avez vu lorsque vous étiez sur place ? Oui, absolument. Ouais. 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 Non, les gens se déplaçaient, même ceux qui ne pouvaient pas techniquement le faire.
Il y a eu des mesures de sécurité importantes parce que la ville de Kherson elle-même était encore un peu tendue à l'époque, mais je dois dire que non, il y a eu un engouement certain et les gens voulaient voter avec leurs pieds. Christelle Néant, quid du Donbass? Comment est-ce que le référendum a été accueilli dans le Donbass? Il était attendu depuis le temps que les gens attendaient la possibilité de pouvoir enfin rentrer à la maison. Comme ça a été souvent dit ici par les gens vraiment ont voté massivement. Je me souviens de ces premiers jours où les commissions électorales mobiles se déplaçaient chez les gens parce qu'à cause des bombardements, c'était très dangereux de sortir dehors. Donc il y a eu ces 3 ou 4 jours, je crois, où les commissions mobiles se déplaçaient à domicile, et puis un dernier jour de vote dans les bureaux de vote pour ceux qui avaient pas pu voter depuis chez eux. Et je me souviens que les gens votaient ouvertement, c'est-à-dire même s'ils avaient une espèce de petit paravent pour que les gens puissent voter secrètement, etc. Les gens montraient en fait leur bulletin avant de le glisser dans l'urne pour dire fièrement je vote pour la Russie, il faut qu'on rentre à la maison. Et tous les gens que j'ai vus voter disaient très très fièrement j'ai voté pour qu'on rentre à la maison. Et donc, les résultats en République populaire de Donetsk, je crois qu'on a dépassé les 99% de oui, ce qui n'avait rien d'étonnant. Je dirais, après 8 ans de guerre, les gens ne voyaient plus du tout d'avenir commun avec l'Ukraine et attendaient impatiemment de pouvoir retourner à ce qui était la patrie historique d'une bonne partie du territoire de l'Ukraine avant la révolution de 1917. Antoine, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. J'étais également sur place à l'occasion de ce référendum, mais j'ai suivi ces équipes mobiles, tout comme Christelle, qui allaient à la rencontre de tous les citoyens. Alors certains, ils allaient vraiment à la rencontre de tous à l'intérieur des immeubles ou dans les cours. Et c'est vrai qu'il y avait ce danger des bombardements qui était vraiment réel à ce moment-là, toujours. Il faut dire que la ligne de front était quand même toujours aussi proche du centre-ville de Donetsk. Et c'est vrai qu'il y avait une fierté de la part de tous ces gens de pouvoir enfin prendre en main leur avenir. Et j'aimerais juste revenir sur ces résultats qui sont dénoncés en Occident, en France en particulier, sur 99%, ces scores soviétiques. Mais comme Christelle l'a justement dit, on parle de gens qui ont vécu pendant 8 années sous les bombes ukrainiennes. Et des gens qui ont dû passer des nuits dans des caves, dans des abris souterrains, qui ont pris des bombes sur la tête pendant toutes ces 8 années. Donc on peut comprendre que l'eau coupée, les coupures d'électricité. On peut comprendre que tous ces gens qui ont fait le choix de rester ou qui sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, eh bien, on peut comprendre leur choix d'aller vers celui qui vient les sauver ou tout du moins les protéger. Sylvain Ferreira, il y a une question que je me pose, c'est qu'on a l'impression que du côté de la classe dirigeante occidentale, surtout européenne maintenant, on refuse de prendre en compte le fait que l'Ukraine n'est pas unie ethniquement, c'est-à-dire qu'il y a les habitants de la Nouvelle-Russie, il y a l'Ukraine centrale, surtout il y a l'ouest de l'Ukraine, et ce qui fait qu'en fait il y a une espèce de refus de voir cette réalité qu'il y a une partie de l'Ukraine qui est russe, un point c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est lié au fait que les gens qui nous dirigent et que certains qualifient encore d'élite, alors que c'est juste une oligarchie parmi les pires de l'histoire, n'ont aucune culture générale. Personne ne peut distinguer, notamment dans la partie occidentale de l'Ukraine, quels sont les territoires qui viennent d'être rattachés à l'échelle du temps long que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Personne ne connaît l'histoire de la première Ukraine née de la révolution bolchevique en 1917 jusqu'en 1919-1920. Donc avec des ignares pareil, on peut tout à fait comprendre malheureusement qu'on soit dans cette espèce de brouillard qui est sciemment entretenu pour nous faire croire qu'il y aurait une seule Ukraine monolithique, etc. Il y a autant de diversité dans l'Ukraine que dans la France entre un ch'ti et un provençal. Sauf que nous, cette unité, elle a été faite il y a presque 1000 ans, alors que les Ukrainiens, elle n'a jamais eu lieu. Et donc, pour nous, on ne voit pas la différence, on ne fait pas la distinction, on ne comprend même pas les distinctions religieuses qui ont débouché, il ne faut pas l'oublier, sur la persécution de l'Église orthodoxe moscovite en Ukraine, puisque je rappelle, on nous vend l'idée que l'Ukraine devrait être rattachée à l'Union européenne, alors que parmi les obligations des États
pour rejoindre l'Union européenne, il y a le respect de la liberté religieuse. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui pour l'Église moscovite depuis maintenant plus de 3 ans en Ukraine, c'est tout à fait déplorable. Donc c'est le niveau intellectuel et le niveau de formation des gens qui gouvernent aussi bien à Paris qu'à Bruxelles ou à Londres ou à Berlin qui fait qu'on a abouti à une situation qui n'aurait pas pu exister, même si on a des désaccords avec Moscou, on n'aurait jamais pu être dans cette situation-là, il y a même seulement 20 ans avec un président comme Jacques Chirac. Voilà, donc c'est absolument déplorable. Et puis en amont, on sait bien qu'on nous a demandé à nous, enseignants, de fabriquer des crétins pour que justement on aboutisse à des Jean-Noël Barrot sur le siège de Taïran ou de Couve de Murville, voilà. L'Union européenne a beau nier la réalité historique, géographique et humaine de ces régions, l'opération militaire spéciale est un succès pour la Russie. Dominée sur le plan militaire depuis 4 ans, la classe dirigeante bruxelloise espère que son 20e paquet de sanctions sera le bon. C'était sans doute le plan initial du bloc occidental. L'administration de Joe Biden avait convaincu les décideurs européens que les sanctions allaient provoquer l'effondrement de l'économie russe. Souvenons-nous de Bruno Le Maire. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. En décembre 2022, les présidents américains et français avaient assuré que l'Occident fournirait, je cite, une assistance dans tous les domaines politiques, humanitaires, économiques et de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra. Déclaration conjointe du président de la République française et du président des États-Unis d'Amérique. Les deux présidents réaffirment le soutien continu de leurs deux pays en faveur de la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, notamment par l'intermédiaire d'une assistance dans les domaines politiques, humanitaires, économiques et de sécurité, aussi longtemps qu'il le faudra. Cela comprend l'envoi de ressources importantes pour soutenir la résilience civile ukrainienne pendant tout l'hiver, notamment l'accélération des livraisons de systèmes de défense aérienne et d'équipements nécessaires à la réparation du réseau énergétique ukrainien. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir et la crise économique qui frappe l'Europe ont rabattu les cartes et changé la donne. Non seulement l'économie russe ne s'est pas effondrée et l'Union européenne est exsangue. En octobre 2025, Jean-Noël Barrot espérait poursuivre le financement de l'Ukraine pour encore 3 ans supplémentaires avec une dette recouvrable sur la Russie. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a intérêt à accepter le principe d'un cessez-le-feu immédiat, car le temps joue contre lui. En effet, nous allons, dans les prochaines semaines, donner à l'Ukraine les moyens de se défendre pendant au moins 3 ans, grâce à un prêt que la Commission européenne va consentir à l'Ukraine et qui sera remboursé le moment venu grâce aux réparations que la Russie versera à l'Ukraine. Un prêt qui permettra à l'Ukraine de se doter d'armes pour se défendre et notamment, bien évidemment, d'armes européennes. Mais il n'en a rien été. Le 19 décembre, la Commission européenne a finalement annoncé que ce seraient les membres de l'Union européenne qui devraient s'endetter pour prêter de l'argent au régime de Kiev, lequel ne sera évidemment jamais remboursé. Je me tourne de nouveau vers vous, Sylvain Ferreira. Comment ont-ils pu croire ça a mal vieilli, en fait, la déclaration de Bruno Le Maire. Je pense que ça le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Comment est-ce qu'ils ont pu croire qu'il pourrait provoquer l'effondrement d'une puissance économique comme la Russie ? Tout simplement, alors pour les facteurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens-là ont une formation intellectuelle qui est une vacuité absolue. Et puis aussi parce que ressortent, et là c'est l'historien qui parle, les mêmes préjugés que ceux qu'évoquaient les nazis et les Allemands en 1941 à l'égard de l'Union soviétique. C'est-à-dire ce côté surplombant, condescendant, vous savez, ces moujiks, ils savent rien faire, ils sont nuls et compagnie. Quelques sanctions économiques suffiront. On en verra aussi quelques armes. Et puis, d'ici 3 ou 4 mois, le régime de Vladimir Poutine s'effondrera comme ils avaient pronostiqué il y a 80 ans, enfin un peu plus de 80 ans, l'effondrement du régime soviétique de Staline. C'est exactement les mêmes
process intellectuels qui sont à l'œuvre. Hein. C'est terrible, hein, parce que normalement, les leçons de l'histoire auraient dû nous éclairer et éviter d'en arriver là. Mais on voit bien que depuis que l'Union soviétique est tombée, le masque de l'anticommunisme qui couvrait les propos de ces gens-là à l'égard de la Russie, eh bien, ne masque plus la réalité de leur véritable nature. C'est-à-dire que ce qu'ils détestent, c'était pas l'Union soviétique, parce qu'elle était marxiste-léniniste. Ils détestent la Russie. Ils haïssent la Russie, et ça remonte à avant la Première Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, ils considèrent que le régime de Vladimir Poutine, enfin, ils considéraient qu'il était vacillant, qu'il n'avait pas la popularité dont il essayait de se prévaloir. Ils essayaient de nous faire croire que des gens comme M. Navalny pouvaient prendre la place assez facilement de Vladimir Poutine, malgré ses échecs électoraux évidents en Russie. Et donc, ils se sont dit, on va y arriver. Et moi, je suis persuadé qu'ils étaient naïvement convaincus, tout comme la majorité des dirigeants du Troisième Reich, qu'ils allaient parvenir à leur fin. Hein, et donc là, on se dit, par rapport à l'histoire longue, par rapport à ce que représente la Russie et en tant qu'héritière de l'Union soviétique, ils n'ont rien compris à l'histoire du XXe siècle. Absolument rien. Et surtout, ils n'ont rien compris du peuple russe et des peuples qui composent la Fédération de Russie, parce qu'on a bien vu dans cette guerre que d'autres peuples, comme à l'époque de l'Union soviétique, et je pense notamment aux Tchétchènes, sont venus au secours de la Fédération de Russie. Alors pour mener ce combat. On va en parler, Sylvain, on va en parler. Je voyais qu'Antoine Clairaut voulait réagir sur cette question économique. Oui, sans même remonter à l'époque soviétique, au XXe siècle, on a pu voir que lors des sanctions qui ont été imposées contre la Russie en 2014, en particulier dans le domaine agricole, on a vu que la Russie avait développé tout ce pan de l'économie et a développé une agriculture qui n'existait pas avant en termes de céréales, en termes de viande. Et maintenant, elle est exportatrice nette, alors qu'avant, elle était obligée d'importer. Donc il y a cette leçon. On a presque l'impression même que les Russes attendaient des sanctions pour développer certains pans de leur économie qui ne l'étaient pas encore. On pense aujourd'hui que la Russie arrive quasiment à produire ses propres avions civils et ils vont faire de la concurrence à Boeing ou Airbus. J'ai toujours été favorable aux sanctions contre la Russie. Alors pas contre moi, mais contre la Russie, oui. Parce que c'est vrai que c'est lorsque les Russes sont défiés qu'ils sont les plus efficaces. La situation, Arnaud, en Russie, il y a quand même des problèmes économiques. Il y a de l'inflation, on le constate tous les jours. Et de manière générale, comment vous la noteriez, je dirais, cette situation ? Somme toute, je pense qu'il faut prendre en compte le substrat culturel des Russes. Il y a beaucoup de communautés, une verticalité dans les structures familiales. Et les salaires, quoi qu'on puisse en dire, ont augmenté dans certains secteurs à raison de 28%, notamment la construction. Donc malgré les déclarations de M. Le Maire, l'économie russe est robuste. Et ça, on peut dire que c'est grâce au personnel avec lequel Vladimir Poutine s'est entouré, notamment M. Glaziev, qui a anticipé ce qui allait se passer et qui a mis en place des processus de substitution, de telle sorte que, en fait, ça n'a absolument rien changé structurellement. Mais comme le disait Antoine, c'est comme une opportunité pour l'économie russe. Absolument, de s'émanciper. Qui est obligé de bien faire, en fait. Ouais, c'est oui, ça. C'est une question de survie. Par la force des choses. Alors, je reviens sur ce dont parlait Sylvain. L'autre facteur sur lequel reposaient tous les espoirs de l'Occident était la fatigue et la division de la société russe, notamment sur des bases ethniques. Pour le centre Levada, pourtant pro-occidental et considéré en Russie comme un agent étranger, la popularité de Vladimir Poutine bat des records. Il n'a peur de rien. Vladimir Poutine, plus populaire que jamais en Russie ? Selon l'Institut de sondage russe indépendant Levada, le taux de popularité de Vladimir Poutine était de 87% en avril dernier. Une popularité extrême qu'il convient de relativiser face à la répression menée sur les opposants. Après plus de 3 ans de guerre en Ukraine, en avril 2025, son taux de popularité a atteint 87%. Sa popularité augmente en ce moment, c'est lié au pourparlers avec l'Ukraine. Il y a un espoir de paix et c'est très bien vu par les Russes, avance à BFM TV Denis Volkov, le directeur de Levada. Quant à la guerre civile tant espérée, basée sur des motifs religieux, elle est manifestement un échec, à en croire le général tchétchène Abti Alaoudinov, interrogé sur le canal de l'église orthodoxe Spas.
Regardez ce que font ces armées de l'Antéchrist du côté de l'adversaire. Ils ne nous combattent pas seulement avec des armes. Regardez les valeurs chrétiennes qui sont complètement détruites, les églises qui sont confisquées aux orthodoxes. Regardez ces lieux saints pour les orthodoxes qui leur ont été enlevés et appropriés pour y organiser des sabbats sataniques. Ils essaient d'effacer notre histoire commune, d'anéantir la foi en Dieu, de détruire les valeurs familiales et universelles. À quelle fin ? Afin, avec leur nature satanique, de nous affronter et continuer à exercer une pression sur nous, de conduire à l'effondrement de la Russie et de faire de nous leurs esclaves. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit armé. Nous devons le comprendre au premier chef. Christelle Néant, je me tourne vers vous parce que je n'ai pas oublié ce reportage que vous aviez fait sur les Tchétchènes à Marioupol. C'était assez incroyable de voir ces soldats qui montaient à l'assaut pour libérer Mariupol en criant à l'Akbar. C'était quand même un moment assez incroyable. Le truc le plus dingue, c'est qu'en fait, je me souviens d'avoir même interrogé des civils qui étaient près d'Azovstal et qui attendaient dans les caves. Et à un moment, ils entendent qu'il y a des pas, etc. Et ils savent pas, est-ce que ce sont des soldats ukrainiens ou est-ce que ce sont des soldats russes ? Et ils entendent Allahu Akbar et ils comprennent que ce sont des Tchétchènes et donc ils disent c'est les Russes, c'est les nôtres, ils sont arrivés et donc ils comprennent que voilà c'est bon, leur immeuble a été libéré et que voilà désormais ça va aller quoi. Mais c'était assez fou quoi de se dire ça. Mais c'est vrai que depuis le début de l'opération militaire spéciale, on voit clairement que la Russie combat dans toute sa multi-ethnicité. D'ailleurs, le général Abtialaudinov a clairement dit qu'il a beaucoup plus de points communs avec un chrétien orthodoxe qu'on ne pourrait le penser. Et clairement, c'est devenu un affrontement qui se joue aussi sur le plan spirituel, puisqu'on voit en Ukraine des attaques terribles contre l'Église orthodoxe. Le vol d'églises, y compris des églises historiques importantes comme la Laure de Kiev, ce qui est une honte. Maintenant, ils font des émissions de télé genre Top Chef dans les locaux de ce qui est une église. Enfin, je veux dire, c'est complètement délirant. Et donc il y a toute une dimension de ce point de vue-là qui est réelle. On a toute la Russie qui s'est unie, si vous voulez, derrière son gouvernement, derrière ses autorités. D'ailleurs, on a des soldats qui sont bourriates, donc de type chamaniste ou animiste, etc. Et tout ce monde-là, en fait, combat, pris ensemble, et il y a aucun problème. C'est un truc assez incroyable, je sais, pour beaucoup de gens en Occident qui ont un peu du mal à comprendre comment tout ça tient. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une unité d'esprit et que les différents peuples qui constituent la Russie vivent ensemble depuis longtemps, se respectent depuis longtemps. Et que ce soit à Donetsk ou à Mariupol, par exemple, j'avais discuté avec des recteurs de mosquées, avec des prêtres orthodoxes qui m'ont dit que lorsque les bombardements avaient détruit l'église d'à côté, eh bien la mosquée avait ouvert ses portes pour que les orthodoxes puissent aller prier dedans. Et inversement, quand c'était la mosquée qui avait été visée, eh bien c'était l'église orthodoxe qui avait ouvert ses portes pour que les musulmans puissent aller y prier. Et je pense que c'est aussi un message très important de respect comme ça des différentes religions qui constituent la Fédération de Russie et qui montrent que c'est possible en fait de cohabiter tous ensemble de manière pacifique et que ça pose aucun problème. Merci Christelle. Sylvain, je vous avais interrompu lorsque vous parliez précisément des Tchétchènes. Oui, je me souviens de ce dont parle Christelle avec cette grand-mère qui fait le signe de croix orthodoxe et puis qui dit aux Tchétchènes « merci de nous sauver ». C'était des images qui étaient très fortes et qui montrent effectivement que, comme en 1941, on ne fait plus de distinction entre les peuples qui composent la Fédération de Russie quand il s'agit de se battre pour la survie de l'espace dans lequel on vit. J'ajoute au témoignage de Christelle ce que j'ai lu au sujet de la synagogue de Kherson,
où des officiers russes, quand ils occupaient des officiers russes de confession israélite, allaient prier et étaient accueillis par le rabbin de la synagogue de Kherson, qui a eu beaucoup de problèmes ensuite quand les Ukrainiens sont revenus. Les gens qui nous parlent toujours de défendre contre l'antisémitisme oublient de nous reparler aussi de ce genre d'événements. Donc oui, les peuples de la Fédération de Russie sont tous unis dans ce combat. On a vu aussi des Tchétchènes qui faisaient des prises de parole avec d'autres combattants avant de monter à l'assaut, en soulignant, on est bien d'accord, on se bat pour la même chose, Dieu, la famille, et la famille c'est un papa, une maman et des enfants, et on veut pas de manif LGBT chez nous, et tout le monde partait à l'assaut ensemble sur ces valeurs communes. Donc on comprend pourquoi ici l'Occident enrage quand il voit ces choses-là, et puis qui va nous servir des gens comme M. Navalny comme étant des héros de la liberté, alors que M. Navalny, quand il était encore vivant, disait que les Tchétchènes c'était des singes. Voilà, donc on voit bien qui est dans le camp du droit, de la justice, et puis qui est dans le camp du mensonge quand on compare les propos des uns et des autres et les attitudes des uns et des autres. Antoine, vous voulez réagir ? Oui, j'aimerais revenir sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure du Centre Levada sur la popularité de Vladimir Poutine, et qui est due en fait par toutes ces sanctions qui ont été imposées, pas seulement sur les élites, mais sur l'ensemble de la population civile. Tout ce qui est restriction de visa, on parle de la possibilité d'interdire complètement aux Russes de se rendre sur le territoire de l'Union européenne. Tout ça, ça participe bien entendu à souder la population autour du pouvoir en place et autour de Vladimir Poutine. C'est assez étonnant, effectivement, qu'il ait pris des sanctions, y compris même contre des milliardaires russes qui n'étaient pas particulièrement pro-Poutine. Tout à fait. Et là, c'est vraiment mettre tout le monde dans un même sac et voir que la population qui avait des tendances plutôt libérales, par exemple, et quand ils réalisent que, OK, on est en train de nous taper de façon uniforme sur tous les Russes, et qui ne trouvent pas ça juste, et qui trouvent justement davantage juste le combat mené par les autorités. Arnaud, cette popularité de Vladimir Poutine, c'est 81%, vous les constatez ? Sur le terrain, je veux dire. Oui, et en même temps, ça s'explique assez facilement, puisque c'est un travail sur le long terme. Certains ont coutume de dire que si De Gaulle avait pu gérer le pays entre 46 et 70, on aurait quelque chose de comparable. Mais dites-vous ? Le fait demeure que, voilà, il est vraiment parti de très loin, et la Russie avec lui, et il a méthodiquement, systématiquement rebâti le pays, en priorité, mettant en avant la cohésion nationale, et ensuite en s'occupant des... D'ailleurs, c'est le sens d'appeler ça opération militaire spéciale. C'était pour que les Russes voient bien que tout ce qui avait été construit depuis 1999 ne serait pas remis en cause. Et que l'opération finalement militaire spéciale s'inscrivait dans cet énorme effort qui a été accompli par le président russe. La perception erronée et même fantasmée de l'Occident sur l'armée, l'économie et la société russe est la cause profonde de l'échec de l'OTAN et de l'Union européenne face à la Russie en Ukraine. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump avec une approche plus réaliste pourrait-elle accélérer la fin du conflit ? Du côté de l'administration américaine, la défaite ukrainienne semble actée, même si on ne sait pas trop comment sortir du conflit et imposer aux Européens et à Zelensky ce qui a été convenu à Anchorage. Du côté européen, on a du mal à se résigner, à l'image du chef d'état-major de la marine française, l'amiral Vaujour. Il y a effectivement 4 ans, la Russie a remis en cause les fondements de l'ordre international en menant cette guerre d'agression contre l'Ukraine. Ce qui se joue en Ukraine, c'est vraiment la sécurité de l'Europe. Et donc l'Ukraine ne doit pas perdre. Quand on regarde en mer ce qui se passe, l'Ukraine a réussi à repousser en fait, les forces russes en mer Noire, elle a réussi à couler la Moskva, et elle se trouve finalement avoir perdu pas mal de ses accès en Syrie, à Sébastopol, et également sous stress en Baltique. Donc en fait, la Russie a beaucoup perdu en mer aujourd'hui. Entre-temps, des dégâts ont été occasionnés sur une branche de l'oléoduc Droujba. Volodymyr Zelensky a visiblement décidé de couper tous les flux et doit réparer le réseau énergétique ukrainien mis à mal par les bombardements russes. La Slovaquie et la Hongrie ont vivement réagi à cette décision. La première avec une mesure réciproque contre l'Ukraine, la seconde par une réprimande et menace de bloquer le budget européen pour l'Ukraine.
Avant d'adopter aujourd'hui la première mesure réciproque à l'encontre de l'Ukraine, en raison des actions hostiles du président Zelensky, je tenais à m'entretenir par téléphone avec le président ukrainien pour savoir si et quand exactement les livraisons de pétrole vers la Slovaquie seraient rétablies. Nous avons reçu un message indiquant que le président ukrainien était disposé à une conversation seulement après le 25 février de cette année. Compte tenu de la gravité de la situation et de l'état d'urgence en matière d'approvisionnement de pétrole déclaré en Slovaquie, nous sommes contraints, dans ces circonstances, d'adopter immédiatement la première mesure réciproque. Elle sera annulée dès que le transit de pétrole vers la Slovaquie sera rétabli. Sinon, nous prendrons d'autres mesures de rétorsion. Lors de la réunion d'aujourd'hui avec le ministre slovaque des Finances, Ladislav Kamenický, actionnaire à 100% du réseau de transport d'électricité slovaque et plus haut représentant de cette société par action, j'ai demandé aux personnes ici présentes de couper les livraisons d'urgence d'électricité à l'Ukraine. À compter d'aujourd'hui, si la partie ukrainienne s'adresse à la Slovaquie avec une demande d'assistance pour stabiliser le réseau énergétique ukrainien, cette assistance ne sera pas fournie. Comme je l'ai déclaré, il s'agit de la première mesure réciproque que le gouvernement slovaque est autorisé à prendre sans violer aucune règle ou engagement international. Monsieur le Président, depuis 4 ans, vous n'avez pas été capable d'accepter la position du gouvernement souverain hongrois et du peuple hongrois concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis 4 ans, vous travaillez à entraîner la Hongrie dans la guerre entre la Russie et vous. Au cours des 4 dernières années, vous avez obtenu le soutien de Bruxelles et vous vous êtes attiré l'opposition hongroise. Nous voyons également que vous, Bruxelles et l'opposition hongroise, prenez des mesures coordonnées pour mettre au pouvoir en Hongrie un gouvernement pro-ukrainien. Ces derniers jours, vous avez fermé l'oléoduc Druzhba, qui est d'une importance cruciale pour l'approvisionnement énergétique de la Hongrie. Vos agissements vont à l'encontre des intérêts de la Hongrie et compromettent la sécurité et l'accessibilité de l'énergie des familles hongroises. Je vous appelle donc à renoncer à votre politique anti-hongroise. Nous, Hongrois, ne pouvons rien faire contre la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine. Nous compatissons envers le peuple ukrainien, mais nous ne voulons pas participer à la guerre. Nous ne voulons pas financer vos opérations militaires et nous ne voulons pas payer plus cher notre énergie. Je vous appelle à réouvrir immédiatement l'oléoduc Druzhba et à vous abstenir de toute nouvelle attaque contre la sécurité énergétique de la Hongrie. Faites preuve de davantage de respect pour la Hongrie. La situation ukrainienne semble désespérée et les sponsors de son régime pourraient réagir de manière irrationnelle. C'est ce que soupçonne le SVR, le service de renseignement russe, qui craint que la France et le Royaume-Uni transmettent les composants d'une arme nucléaire à l'Ukraine. Vladimir Poutine, intervenant devant l'Académie du FSB, considère lui aussi que le refus des Occidentaux à accepter leur échec et à infliger une défaite stratégique à la Russie pourrait avoir de graves conséquences. Avant tout, il faut intensifier la lutte contre le terrorisme. L'évolution des principaux indicateurs de la lutte contre le terrorisme est claire et dictée par la situation actuelle. L'ennemi n'a pas réussi à infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille et recourt donc au terrorisme individuel et de masse. Il s'agit de bombardements de villes, de sabotage d'infrastructures et de tentatives d'assassinat de responsables gouvernementaux et militaires. L'adversaire fait feu de tout bois. Les médias ont publié des informations concernant les tentatives ou l'intention d'utiliser un composant nucléaire. Ils comprennent sans doute où cela peut mener. Concernant la situation que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à infliger une défaite stratégique à la Russie, ils n'y arrivent pas. Mais qu'est-ce qu'ils en ont envie? Ils ne peuvent pas vivre sans cela, ou ils pensent ne pas pouvoir. Il faut coûte que coûte infliger une défaite à la Russie. Ils cherchent tout moyen possible, n'importe quoi, quelque chose. Ils iront eux-mêmes jusqu'à un point de non-retour. Ils le regretteront après. Antoine, vous vouliez réagir? Oui, et notamment après avoir entendu les responsables slovaques et hongrois, car il faut bien le dire, c'est un véritable chantage énergétique que Kiev tente d'imposer à ces deux pays, car
cet oléoduc est la source principale d'énergie, de pétrole en l'occurrence, pour Budapest et Bratislava. Et il faut dire que ça risque de se retourner contre les autorités ukrainiennes, puisque ces deux pays leur fournissent le diesel dont ils ont besoin pour faire marcher leurs véhicules, mais aussi l'électricité en grande partie. On a entendu Fico parler de l'électricité en termes d'urgence, enfin, pour les approvisionnements d'urgence. Mais étant donné l'état de la grille électrique ukrainienne à l'heure actuelle, c'est quelque chose dont ils ont grand besoin. Et je voudrais également insister sur quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est l'attitude de l'Union européenne dans tout ça, parce que Bruxelles ne met aucune pression sur... Le minimum. Elle a dit, nous ne mettons aucune pression à l'Ukraine pour qu'elle remette en fonctionnement cet oléoduc, sachant même que l'Ukraine prétend qu'il est endommagé et que ça nécessite des réparations, mais d'après les Hongrois, qui ont des sources sur le terrain, les Hongrois, eux, pensent qu'il n'y a pas de problème, il est prêt à être relancé, c'est simplement Volodymyr Zelensky qui refuse d'appuyer sur le bouton. Une pression contre Orban juste avant les élections. Tout à fait. En plus, Orban qui dénonce une ingérence, puisqu'au mois d'avril, il y a des élections législatives qui sont très serrées et qui pourraient le mettre sur... une chaise éjectable. Et on en reparlera. Christelle, il y a donc ce message du SVR qui a été publié. Il y a aussi, on se souvient, il y a eu des bombardements sur la centrale nucléaire d'Energodar, sur la centrale de Koursk par des drones au moment de l'opération de l'été 2024. Est-ce qu'il y a un risque que face à leur défaite, moi je pense surtout à Londres essentiellement, où on sait que le terrorisme est pour eux la prolongation de la guerre par d'autres moyens, est-ce qu'il y a un moyen vraiment que ça bascule et qu'on perde le contrôle? Voilà, c'est la question que je veux dire. Je veux poser. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur, non seulement de la part de la Grande-Bretagne, mais pas seulement. Ce côté français, il faut quand même souligner qu'on a quand même un président à la tête du pays qui a un ego gonflé comme un zeppelin, et que ces gens-là, en fait, ont lié quelque part dans leurs déclarations multiples au cours de ces 4 ans le destin de l'Ukraine avec le destin de l'Union européenne, voire celui de l'OTAN. Ce qui est un gros problème, parce qu'effectivement, ça rend toute acceptation publique de la défaite, entre guillemets, impossible. Ça reviendrait à s'humilier en public, et ça, pour ces gens-là, c'est inacceptable. Et ça, c'est un très gros problème. Ça, c'est un très très gros problème, surtout quand ce sont des dirigeants qui sont complètement hors sol, qui, comme le disait Sylvain, manque cruellement quand même à la fois de culture générale et de compréhension réelle des choses, et qui peut-être s'imaginent, comme ils se sont imaginés mettre l'économie russe à genoux, que filer une bombe nucléaire ou une bombe sale à l'Ukraine pourrait faire plier la Russie en matière de négociation. Ils n'ont toujours pas compris comment fonctionnent les Russes, comment fonctionne le gouvernement russe et comment ça va se terminer. Et ça, moi, c'est ce qui me fait un petit peu le plus peur. C'est-à-dire si en Europe, il y avait des dirigeants, on va dire, à peu près sensés, qui comprennent plus ou moins l'état du monde et comment ça peut se finir, j'aurais dit non. Mais au vu de la bande d'amateurs fiers de l'être et de gens profondément incompétents qui se trouvent actuellement tant à la tête de la Grande-Bretagne qu'à la tête de la France ou d'autres pays européens, moi j'ai vraiment peur d'un dérapage. Je suis vraiment inquiète à l'idée que effectivement ils puissent aller trop loin en pensant, comme d'ailleurs en début 2022, avant que la Russie n'intervienne, les Occidentaux, je pense, ont persuadé Zelensky, parce qu'ils étaient eux-mêmes persuadés de leurs propres mensonges, que la Russie n'oserait pas franchir le Rubicon et venir ouvertement à la rescousse des deux républiques par peur d'être mis au banc, on va dire, de la communauté internationale et de se prendre toutes les sanctions du monde sur la tête. Et ils se sont plantés magistralement. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est ça. On a des gens qui passent leur temps à se planter magistralement, à répétition, qui continuent à marcher sur le même râteau à répétition, sauf qu'à chaque fois, ça monte d'un cran. Arnaud, là, je trouve ça quand même un peu inquiétant. Arnaud Develay, vous partagez cette inquiétude?
Oui, je dirais qu'on a aussi des soi-disant dirigeants qui passent leur temps à consommer beaucoup de stupéfiants. Ça ne doit pas arranger leur façon de percevoir le monde. C'était des mouchoirs en papier, Arnaud. C'était des mouchoirs, un pochoir en papier, excusez-moi. Oui. Toujours est-il qu'on a ce discours depuis une vingtaine d'années, portant sur l'usage d'armes stratégiques tactiques, comme si ça changeait quelque chose quant à l'usage en premier lieu. C'est l'arme magique, en fait. Hein. C'est ça. C'est les V2. C'est supposé n'être jamais utilisé. C'est les V3. Et ils pensent qu'on peut l'utiliser un tout petit peu, sans que la partie adverse se dise, bon, là, il faut fermer les écoutilles. Donc, c'est très, très dangereux. Je ne parle même pas des violations, bien sûr, des textes qui sont pertinents. Mais c'est surtout cette espèce de légèreté d'esprit qui fait qu'on marche quand même sur des œufs. Et puis surtout qu'on l'a entendu tout à l'heure, c'était quoi, le chef d'état-major de la marine, oui. qui a dit l'Ukraine ne doit pas perdre. Ils l'ont explicité. J'entends ça depuis 4 ans en fait. Hein. Mais comme le disait Christelle, c'est vraiment dangereux dans le sens où s'ils conditionnent le sort de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN, alors on peut en arriver à des extrémités qu'ont dénoncé le SVR cette semaine avec la possibilité de faire parvenir les composants d'une arme nucléaire. Sylvain Ferreira, je veux faire bondir là-dessus. Voilà la déclaration du chef d'état-major de la marine française et puis cet avertissement du SVR. Moi, j'y ai plutôt vu un message envoyé aux Français, aux Anglais, de dire si jamais les Ukrainiens utilisent une bombe nucléaire, il n'y a pas que les Ukrainiens qui vont se prendre la réponse en second. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur ces deux aspects, l'amiral et l'avertissement du SVR. L'amiral Vaujour, il est comme le chef d'état-major de l'armée, le général Mandon, et puis comme tous ceux qui se sont succédés, comme Burkhardt. Alors, ils n'ont pas encore été à Kiev se faire photographier avec Sierski sous le portrait de Bandera, mais enfin, ils sont tous du même niveau. Maintenant, ils tiennent un discours pour la forme, parce qu'il y a un élément dont personne ne parle, et moi je veux revenir là-dessus. N'oublions jamais, ces gens sont effectivement, comme je l'ai dit, comme Christelle l'a rappelé, des gens dangereux, qui ont une instabilité, etc., qui consomment des choses dans des morceaux de papier, dans des trains, c'est un peu bizarre. Mais à la fin, il ne faut jamais oublier, ce sont les caniches, et j'insiste sur le mot, les Américains. Et la meilleure garantie pour leur éviter de franchir ce Rubicon dont on vient de parler, c'est que le maître américain ne les laissera jamais faire. C'est-à-dire qu'il peut faire tout un tas d'agitations autour de ces questions nucléaires, de bombes radiologiques, etc. Mais aujourd'hui, vu ce que Donald Trump veut faire du monde, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il est hors de question que ce genre de débordement ait lieu. On s'agite autour, ça c'est un fait, qui puisse avoir lieu, c'est à mon avis impossible, parce que les Américains avertiront leurs collègues russes avant que ça puisse avoir lieu. Peut-être même utiliseront-ils d'autres moyens par rapport à Emmanuel Macron notamment, sur sa chère et tendre épouse, comme dit Donald Trump, Your Beautiful Wife, pour lui faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Parce que oui, il est complètement dans son adolescence inachevé, mais à la fin, n'oublions pas, nous autres Européens, nous sommes malheureusement les caniches des États-Unis d'Amérique, et un caniche ne mord pas sans l'autorisation de son maître. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors, on peut toujours faire des coups tordus. Demain, on va célébrer malheureusement l'attentat de l'UPA contre le général Vatoutine en 1944. On sait très bien ce que peuvent faire les Ukrainiens pour eux-mêmes ou pour des services étrangers, mais au bout d'un moment, celui qui tient la laisse est à Washington, et c'est à mes yeux le meilleur garant de cette sécurité mutuelle entre la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre, puisque c'est ce que veulent les Américains, c'est ce qu'ils ont exprimé dans les documents stratégiques à la fois de la présidence et du Pentagone en fin d'année dernière et au début de cette année. Il est hors de question qu'en Europe, les choses dégénèrent entre ces idiots de gouvernants européens et la Russie de l'autre côté. Sylvain Ferreira, comme je vous tiens, je vais complètement passer à autre chose que l'Ukraine, puisque je connais vos multiples compétences et que notre émission essaie quand même de coller à l'actualité. On a eu tout d'un coup le début d'une guerre entre l'Afghanistan et le Pakistan. Rapidement, en 2-3 minutes, est-ce que vous avez vu la chose arriver et qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors moi, j'ai pas vu ça arriver parce que pour le moment, jusqu'à maintenant, le Pakistan était très concentré sur ce qui pouvait se passer avec l'Iran. Hein. N'oublions pas que là, la grande problématique du Pakistan et de l'Iran, c'est cette frontière commune avec la minorité baloutche. Alors, est-ce que cette problématique-là s'étend aussi, puisque les Baloutches sont aussi sur la frontière avec l'Afghanistan, est-ce que ça a un rapport avec ça? Il va falloir laisser la poussière de ce qui vient de se dérouler là, ces 24 dernières heures retomber pour comprendre si ça ne correspond qu'à un problème entre le Pakistan et l'Afghanistan ou s'il y a un problème qui lie le Pakistan et le problème iranien. Peut-être parce que demain il y aura des frappes israéliennes de l'autre côté. Enfin, c'est peut-être pas que quelque chose de limité entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a peut-être quelque chose à prendre en compte dans le dossier iranien parce qu'on sait que les Baloutches servent aussi à déstabiliser l'Iran. Et donc les choses sont très obscures pour moi aujourd'hui pour bien comprendre les enjeux de ce qui s'est joué au cours des 24 dernières heures. Et rapidement encore, vraiment juste pour finir, ce qu'on avait quand même observé du côté des talibans, c'était une volonté de normalisation, notamment avec la Russie. Donc ça va plutôt à l'encontre de ce qu'on observait ces derniers mois, même ces dernières années. Ah oui, c'est sûr que les talibans ont tout fait pour essayer de se réconcilier, si je puis dire, avec la Russie. On sait bien que le Pakistan, à travers ses services de renseignement, l'ISI, sont les jouets des Américains et notamment de la CIA. On sait aussi que le Pakistan, ça tout le monde l'oublie, a traversé une crise interne extrêmement grave depuis mars 2022 jusqu'à l'année dernière, autour des problèmes avec leur Premier ministre Imran Khan, qui a été arrêté, jugé, mis en prison, etc. Il y a eu des émeutes terribles. Donc c'est un pays qui est divisé, dans lequel la CIA n'a pas hésité à faire venir des agents de Daesh pour encore un peu plus tirer facilement sur la foule, etc. Donc on est dans une espèce de prière permanente. Et moi, je n'aime pas réagir dans l'instant, puisque étant donné la complexité des enjeux qu'il y a autour de cette rivalité, parce que c'est pas la première fois que Pakistanais et Afghans s'affrontent, où il y a des escarmouches ces dernières années. Donc j'attends vraiment de voir s'il n'y a pas un rebond avec le dossier iranien qui se cache derrière tout ça. Vous avez parfaitement raison d'être prudent, Sylvain Ferreira, mais d'ailleurs on reviendra vers vous, je pense, sur cette question dans une prochaine émission. Comme depuis le début du conflit, le ton calme et déterminé des élites russes sur le conflit en Ukraine contraste avec les menaces et les slogans proférés par la classe dirigeante européenne. Quoi qu'il advienne, au cours des négociations à venir, c'est bien le soldat russe qui détient entre ses mains la résolution du conflit en faveur de la Russie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ici Moscou. Les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones.